bienvenue sur Invest Academy et j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première analyse fondamentale de la chaîne avec beaucoup de qualité, beaucoup de recherche et c'est bien sûr sur la société Groupe Guillain. C'est une small cap française disponible au sein du PEA et du PEA-PME. Elle fait moins de 500 millions d'euros de capitalisation boursière et c'est une société familiale. On va analyser tout ça à travers l'activité de la société, l'histoire de la société, la structure du capital, Guillain en bourse, donc ce que ça a fait depuis l'introduction en bourse en 89, il me semble. On va voir la stratégie de développement de la société, les concurrents, l'allocation du capital, la valorisation, les résultats chiffrés, donc les performances économiques de la société. On va voir beaucoup de choses aujourd'hui. Et je tenais à remercier Philippe de Finance Academy. Donc j'ai repris un peu la structure de ces analyses fondamentales que je trouve très qualitatives et pas mal de contenu de ces vidéos qui nous apportent beaucoup de contenu gratuit sur l'analyse fondamentale qui cherche à augmenter notre niveau en tant que particulier. Et je tenais à le remercier également. Et comme le dit aussi Léopold, on va essayer de remonter le niveau des analyses sur YouTube parce que c'est un peu médiocre. Donc ici, on va essayer vraiment de rentrer vraiment en profondeur dans la société et de savoir ce qui se cache derrière vraiment les chiffres. Donc on va parler vraiment de tout ce que je vous ai dit plus tôt. Donc ici, je vous ai mis un peu les produits de groupe Guillain pardon, ici, donc les marchés auxquels elle s'adresse, un peu en introduction. Et ici, je vous ai mis en fait le site historique de la société, donc qui est situé à Ornans dans la vallée de la Loue. Donc c'est dans le Doubs, en Franche-Comté, et c'est la ville de Courbet. Donc le peintre et sculpteur français, donc il est très connu. Et c'est aussi là-bas qu'il a vécu. Donc voilà, vous voyez que le site est impressionnant, c'est quand même une petite ville et c'est vraiment une grosse, c'est le siège en fait de la société. Donc avant tout, au niveau des conflits d'intérêts, ceci n'est pas un conseil d'investissement financier, je suis un simple particulier. Au niveau également du conflit d'intérêts, je suis actionnaire de la société, donc j'ai toute petite partie des actions. Donc vous savez que j'ai un petit portefeuille. Donc j'ai 13 actions de groupe Guillain à un PRU de 24,99. Donc je les ai achetées préférentiellement sur le PEA-PME parce qu'elle est éligible au PEA-PME et je n'ai aucun contrat avec l'entreprise. D'ailleurs, je suis allé à l'Assemblée générale et j'ai obtenu pas mal d'informations. Donc c'est pour ça également que je vous fais une vidéo dessus et c'est assez intéressant. Donc, au niveau de l'activité de la société, je vais vous agrandir tout ça. Donc, le groupe Guillain propose des solutions d'emballage, mais il agit sur deux marchés distincts qui suivent des cycles économiques différents. Donc, il propose pas seulement des solutions d'emballage. Donc, on a l'activité historique de la société qui est le secteur emballage, bien sûr. Donc, en 2022, ça représente 95% du chiffre d'affaires de la société. Et l'emballage, il est à destination des métiers de bouche. On a le commerce traditionnel, les chaînes de restauration, la grande distribution, les collectivités, etc., etc. On a les fruits et légumes et les industriels de l'agroalimentaire. Donc, en tout premier lieu, des produits. Donc là, on fait une décomposition du secteur emballage. Donc, en tout premier lieu, on a les produits à destination des métiers de bouche et des industriels de l'agroalimentaire, pardon. Donc on a 69% du chiffre d'affaires du secteur emballage. Donc ce secteur, voilà, c'est 69%. Donc c'est quand même un gros morceau. Ça concerne essentiellement les métiers de la viande rouge, de la volaille, des plats cuisinés, de la boulangerie, de la biscuiterie et ou de la pâtisserie. La matière première utilisée varie en fonction de la volonté des clients. Donc s'ils veulent plutôt du plastique, ça sera du PET et du PP. Donc polyéthylène téréphtalate ou du polypropylène. Ensuite, on a de la matière organique qui est plutôt du carton, du papier et de la pulpe. Donc là, voilà, je vous ai mis vraiment une illustration. Donc dans l'industrie agroalimentaire, ce qui se fait, donc vous avez des barquettes en plastique. Au niveau des plats emportés, vous avez des petits bols en plastique entre guillemets. Les salades préparées traiteurs, on a les boîtes qui se font comme ceci. Et enfin, des boîtes pour les fruits coupés et les desserts. Donc, c'est également du plastique, mais ils proposent également du multimatériau, bien sûr. Donc, voilà. On se retrouve maintenant pour ce qu'ils font pour les grandes et moyennes surfaces. Donc,
vous êtes vraiment, je pense, habitué à voir des gâteaux, des pâtisseries, tout ça dans des boîtes, et c'est sûrement Groupe Guillain qui les fait à travers ses filiales Kiola et Gauthier Frémont, qui en fait, ils ont plus de 50% des parts de marché, donc dans la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, donc dans les sachets, les boîtes qui se font là-dessus. Ensuite, on a traiteur froid, donc voilà des petites boîtes en plastique toujours, traiteur chaud, viande et poissons comme toujours, donc grande et moyenne surface également, ils ont des bonnes parts de marché là-dedans. On a aussi la restauration commerciale ensuite, donc avec ce qui se fait maintenant, ils appellent ça les Poképacks, ils ont réindustrialisé ça parce qu'en fait ils importaient ça de Chine et ils ont fait une production de Poképack en Pologne, donc c'est un investissement et ils cherchent à faire de la qualité là-dessus. Il y a un très gros marché, ils n'arrivent pas à suivre la demande. Ensuite, restauration assise. Donc ici, on a des petits, entre guillemets, des petits tupperwares et restauration livrée également, des boîtes qui se ferment très bien pour éviter que tout se renverse, tout déborde, tout ça. Donc voilà ce que fait Guillain. Encore une fois, commerce traditionnel, vraiment chez les boulangers et pâtissiers cette fois, on voit encore des emballages. Donc quand vous allez acheter votre pain ou votre pain au chocolat, chocolatine, croissant, vous avez en fait soit une feuille en papier, soit un petit emballage en carton, donc en papier où on glisse finalement vos viennoiseries. Et ben c'est sûrement Groupe Guillain qui les fait. Également à Noël, quand vous avez des bûches, tout ça, vous avez un paquet en carton qui est de qualité quand même pour envelopper votre bûche et c'est Thiola ou Gauthier Frémont qui les font. Donc c'est vraiment euh, des parts de marché fortes vraiment dans les boulangeries, dans la boulangerie et la pâtisserie. Dans les traiteurs, encore une fois, les emballages, ils ont des bonnes parts de marché également et boucher charcutier également au niveau des emballages. Donc quand vous achetez votre petite salade chez le boucher, si vous achetez n'importe quoi là-bas, eh ben, vous avez sûrement un produit de Groupe Guillain parce que, bien sûr, on privilégie le Made in France, les acteurs français locaux, et donc les bouchers adorent ça. Eux-mêmes se sourcent auprès d'agriculteurs locaux, donc c'est dans une logique de commerce circulaire, en fait, de qualité finalement. On est très proche des clients, on est très proche des fournisseurs et donc c'est dans cette logique-là. Donc enfin, on arrive dans l'emballage pour les fruits et légumes, donc ça représente 24% du secteur emballage. Donc là, on est avec 4 sites de production en Europe. Donc on est spécialisé vraiment dans la fabrication d'emballages thermoformés. Donc pour rappel, le Guillain, ils sont spécialistes dans les emballages thermoformés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez une feuille de plastique, ensuite on met un, je sais pas comment vous appelez ça, une presse qui forme en fait à partir du plastique qui a été chauffé et on forme en fait l'emballage lui-même et ensuite on met une petite feuille de plastique thermoscellée au-dessus, souvent pour sceller la barquette finalement une fois que le contenu est mis dedans. Donc voilà, je vous ai dit 4 sites de production spécialisés en Europe. On protège les fruits et légumes frais. Et on a 2 sites de production d'emballage carton. Et donc, on a une division fruits et légumes de Guillain qui met à disposition de ses clients une gamme de produits 100% recyclables ou compostables. C'était également le cas pour tout ce qui se fait là-haut, hein. Donc, tout ce qui est les produits de groupe Guillain, ça a beau être du plastique, c'est 100% recyclable ou compostable. Et donc, on ne pollue pas si c'est bien recyclé, pardon. Donc là, vous voyez les barquettes de fraises. Donc en fait, si vous avez acheté des fraises au début de l'été, c'est sûrement Groupe Guillain qui les fait. Ensuite, on est sur des fruits et légumes calibrés, fruits rouges et petits fruits, les salades en herbes et aromatiques, légumes et champignons. Donc on a quand même des bonnes parts de marché là-dessus, même si c'est un secteur très concurrentiel, les fruits et légumes. Ensuite, on a la feuille de thermoformage, donc c'est 7% du chiffre d'affaires du secteur emballage. Donc en fait, une fois qu'on a envoyé les barquettes chez les clients, en fait, et qu'ils ont rempli l'emballage, il faut bien fermer et sceller en fait le produit. Donc ça représente 7% du chiffre d'affaires. On envoie en fait des feuilles de thermoformage et eux, ils ferment directement le produit. Donc c'est un savoir-faire complémentaire et cohérent et franchement intelligent. Donc, ils produisent et commercialisent des feuilles de plastique de thermoformage haut de gamme en forme fil-cil
et donc à destination des industries de l'agroalimentaire notamment. La deuxième partie de groupe Guillain de l'activité, c'est en fait le secteur matériel qui représente 5% du total de l'activité de la société. Donc franchement, c'est une petite partie, mais elle a le mérite d'être là, elle a le mérite d'avoir des marges qui sont quand même convenables. Donc on conçoit et distribue des équipements suivants à destination de la logistique, de la liaison froide et de la liaison chaude. Donc on a des machines et des lignes de scellage de conditionnement permettant de conditionner les repas qui seront ensuite refroidis et conservés jusqu'à leur date de consommation. Ensuite, on a des fours de remise en température destinés à la restauration collective aux établissements scolaires, aux maisons de retraite, aux hôpitaux et aux prisons. Donc on a des produits commercialisés essentiellement en France. Donc là, je vous ai mis un équipement pour la distribution des repas ici. Ensuite, on a des chariots de distribution et de remise en température destinés principalement à la restauration couchée à l'hôpital ou en clinique. Les chariots Socamel utilisent notamment la technologie de l'air pulsé. Donc là, je vous ai mis vraiment tout ce que fait la société sur ce secteur. Donc on a des équipements pour les préparations de repas, donc pour les barquettes et pour sceller tout ça. On a les emballages pour distribution froide, donc des petites barquettes. Ensuite, on a des emballages pour remise en température. Ici en troisième position, et vous avez également des fours de remise en température, que ce soit froid ou chaud. On a des bonnes parts de marché en France là-dessus, et vous voyez qu'on est vraiment sur des prisons, maisons de retraite, établissements scolaires, restauration collective. Donc on est vraiment sur un secteur qui est peu cyclique, et donc ça reste assez intéressant, même si c'est que 5% du chiffre d'affaires. Et on a quand même des parts de marché fortes sur ce segment. Donc ensuite, on a, en fait, je décris que Guillain, c'est un serial acquéreur depuis la création du groupe. On a réussi à faire des acquisitions relatives, pas moins de 18 depuis la création. Et à partir de là, on crée ce que l'on appelle une fédération de PME. Ça veut dire qu'en fait, Guillain ne prend pas l'hégémonie sur ces sociétés. En fait, elles sont indépendantes et on profite en fait de synergies de matières premières et de R&D et d'investissement, mais on laisse la capacité et l'indépendance aux sociétés de pouvoir créer et gérer elles-mêmes leur propre société. Donc on a 31 sociétés avec 21 sites de production. Pourquoi on n'a que 21 sites de production? Parce qu'en fait, ils possèdent également des distributeurs sans usine, CF, donc pour aller voir Thermoflex et Celtic Sales. C'est une acquisition qui a été faite en 2022, Celtic Sales, en Irlande, et donc c'est des distributeurs d'emballage de Guillain et d'autres concurrents bien sûr. Donc le gros Guillain a une présence commerciale dans plus de 70 pays, mais il reste tout de même très européen avec 66,7% des facturations qui sont effectuées dans 3 pays principaux. Donc on a la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Donc là, je vous ai mis Guillain en quelques chiffres. Donc on nous met ici que c'est un groupe leader ouvert sur le monde et ancré dans les territoires. Donc là, vous voyez que sur l'Europe, on a beaucoup d'usines et de sociétés qui sont basées en Europe, mais pas seulement en France, Espagne, Portugal, Italie, Angleterre. On a Guillain Polska aussi également en Pologne, également en Roumanie, également en Allemagne. Donc on a vraiment Guillain qui est placé à travers cette fédération de PME bien installée dans l'Europe. Donc on a 21 000 références, plus de 3 000 salariés, donc 31 sociétés, je vous l'ai déjà dit, 21 sites de production, une présence commerciale dans plus de 70 pays et on a en 2022 898 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je vous ai mis ici quelques chiffres de la société. Donc en 2004, on était à 230 millions d'euros de facturation et ici on a 897,7 millions d'euros de facturation. Donc vous voyez, c'est vraiment une ligne droite. Et à part où les moments où c'est rentré dans des fortes périodes d'incertitude en 2008 et en 2020, on n'a pas eu vraiment de baisse significative du chiffre d'affaires et on a vraiment une croissance qui est assez énorme. Et là, ici, vous voyez le chiffre d'affaires France et export. Vous voyez que la France, c'est le marché historique, toujours en croissance, mais vraiment, on se concentre vraiment depuis 2009 sur l'international et c'est vraiment, ça explose à l'international et on est plus international et export que sur le marché purement français et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on entre sur la structure du capital. Donc très très important ici, c'est que
très très important ici, je vous ai mis ici tiré du rapport annuel 2022, c'est que la société est détenue à 65,61% par la famille Guillain. Donc on a une très très forte détention par la famille et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ensuite on a 34,16% en flottant, donc qui est disponible pour le public. Donc, pourquoi je vous ai mis ici? Donc là, je vous ai mis tout ce qui est essai, la Braillère, l'atelier, essai, le château, famille Guillain. Ils agissent de concert, donc c'est la famille Guillain. Ce qui est dommage, par contre, c'est au niveau des informations. En fait, c'est des sociétés anonymes, donc enfin des sociétés civiles, pardon. Et en fait, on peut pas faire des recherches sur savoir ce qui se passe euh, au sein des les mouvements de capitaux en fait au sein de ces sociétés civiles et donc ça ne permet pas de faire de réelles recherches sur les holdings qui sont au-dessus de Guillain et c'est ce qui est dommage sur Guillain. Donc je vous ai mis que la société est contrôlée majoritairement par la famille Guillain, comme on l'a vu à 65,61% du capital total de la société. C'est une très bonne chose car ils sont skin in the game et on a un bon alignement avec les actionnaires minoritaires. En tant que particulier, on aime bien voir ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'ils vont pas envoyer la société à la tombe parce qu'ils ont en fait 65% de la cotation, donc des 460 millions de capis qui sont au sein, qui sont dans leurs mains en fait, et ils vont pas faire n'importe quoi avec ceci. Donc le flottant en bourse est comme assez faible, on a 34,16% du flottant qui est disponible à la cotation en bourse. Ici, je vous ai mis les principaux fonds qui possèdent des actions de groupe Guillain. Et en fait, on se rend compte que les 5 premiers, ils détiennent aussi 8,22% du capital. Donc, on a vraiment pas mal de fonds qui sont positionnés sur Groupe Guillain. Donc, ça baisse encore le flottant disponible pour les particuliers et on a quand même une faible liquidité. Donc, on a Sextant PME, Indépendance Expansion, donc que je suis moi très bien. On a Lazare Small Cap, Échiquier Value, et on a Malborug European Small Cap là. Donc, eux, les 5 premiers fonds, donc ceux que je viens de vous citer, ils détiennent 8,22% du capital. Donc c'est intéressant également de regarder un peu les fonds qui sont au capital. Donc Indépendance Expansion, c'est un très très bon fonds que je connais bien et qui ont une vision long terme et qui détiennent la société depuis très très longtemps. Même s'ils rentrent et ils sortent, ils sont investis depuis très très longtemps dedans. Les autres fonds, je les connais pas vraiment. Ensuite, on passe en fait à l'histoire de la société. Donc là, ici, très très important et très très intéressant, c'est qu'en fait, on a commencé, François Guillain, le fondateur, a commencé l'activité dans le garage de son beau-père, l'activité de groupe Guillain. J'arrive plus à désurligner. Donc on a un début d'activité en 1972, donc en 2022, en fait, ils ont fêté le cinquantenaire de la société. Donc là, je vous ai repris les paroles de l'Assemblée générale de François Guillain. Donc, vous voyez ici que le lieu de départ n'a rien à voir avec le lieu d'aujourd'hui, puisqu'en 1972, grâce au plaisir que m'a fait mon beau-père de me prêter son garage, on a pu installer la première machine de thermoformage dans 15 mètres carrés. Et ici, c'est un petit truc du site qui est présent sur le site pour les 50 ans. Donc, mythe ou réalité, les sagas des entreprises innovantes commencent le plus souvent dans un garage. Donc moi j'aime bien Gymshark qui a commencé là-bas et sûrement Apple ou Microsoft, je ne me souviens plus, qui ont commencé dans un garage. Donc Groupe Guillain ne fait pas entorse à cette règle. Ils ont commencé vraiment dans un garage. Donc François Guillain a commencé dans un garage avec sa femme qu'il a épaulé depuis le début. Donc celle de Guillain débute en 72 à Lodz en Franche-Comté dans un petit village niché dans la vallée de la Loup. Donc vraiment, c'est un fun fact et c'est très très intéressant. Donc, ensuite, on a eu de 1973 à 1988 la vision. Donc, dès le début des années 70, François Guillain s'intéresse à un secteur en fort développement, les grandes et moyennes surfaces, et à un nouveau mode de commercialisation des aliments. Donc, vous savez qu'en fait, en France, on a eu l'arrivée massive des grandes surfaces à peu près à cette époque. Avant, c'était des petits marchés. Donc, comme vous voyez maintenant,
les petits Casino City, les Spar, tout ça. Avant, c'était que ça, des petits indépendants. Et il y a eu une arrivée très très forte de la grande distribution, donc des grandes surfaces. Donc tout était plus grand, on avait plus de choix. Et donc François Guillain, il s'est intéressé à ce secteur-là. Et à partir de ce moment-là, il a mis, il a vu qu'il y avait du libre service. Et donc, il a voulu proposer des emballages pour ce libre service. Et donc, sa vision, ça a été euh, que le libre service, il va créer de nouveaux besoins, comme la protection des produits lors de la mise en vente, ou encore de leur valorisation et leur mise en avant pour donner envie aux consommateurs de développer le chiffre d'affaires de ces nouveaux distributeurs. Donc en fait, on a également une mise en avant du produit, donc à travers la transparence des emballages. Et, euh, ça, François Guillain, il l'a senti très très rapidement et il a mis en place des produits pour suivre en fait ce nouveau mode de consommation. Ensuite, de 89 à donc là, vous voyez Moutier Haute-Pierre, donc c'est vraiment le début ici, c'est pas encore Ornans, donc c'est vraiment le début de la société avec des machines, tout ça. Vous voyez le siège social et c'est vraiment des photos d'époque, c'est très très intéressant quand même de mettre ça et de mettre en perspective en fait ce qui s'est passé dans les années 70 et à quoi on est arrivé maintenant. Ensuite, donc on est arrivé aux acquisitions de 89 à 2021. Donc là, je vous ai mis ici encore une fois François Guillain à la bourse de donc au second marché de la bourse de Lyon, donc IPO très très ancienne en 89. Donc vous voyez qu'on était sur des tableaux de cotation ici. Donc vous voyez ici Guillain Emballage avec François Guillain, donc qui est très très heureux de montrer qu'il est coté en bourse ici. Donc là, je vous ai remis encore une fois ce que j'ai le transcript de l'Assemblée générale, donc ce que j'ai entendu, et c'est intéressant. Donc il faut se rappeler, donc c'est François Guillain qui parle encore une fois, il faut se rappeler que l'entreprise n'était que dans le village de Moutier-Haute-Pierre, donc comme on l'a vu là-haut, près de Lodz, toujours dans le Doubs, que le chiffre d'affaires annuel s'élevait seulement à 140 millions de francs, donc ça fait à peu près 21 millions d'euros actuellement, si on convertit, qu'on avait effectivement une belle gamme de produits et que j'avais pris la décision de savoir vers où devait s'orienter la stratégie qu'on allait mener à l'avenir. C'est à ce moment-là que l'on a pris la décision de se faire introduire en bourse au second marché de Lyon en février 89 avec pour objectif d'ouvrir l'entreprise qui était familiale et donc très fermée au monde économique, à la finance et puis permettre à partir de là des embauches successives de cadres et de collaborateurs de très haut niveau parce qu'effectivement, une entreprise cotée, c'est une entreprise qui est reconnue, fiable, transparente, et pour nous, c'était fondamental. Donc, on a ouvert le capital pour recruter de très bons collaborateurs, pour avoir plus de visibilité et pouvoir faire encore plus d'acquisitions. Donc là, à partir des années 90, le groupe met une stratégie d'acquisition et réalise ses premières opérations de croissance externe dans un seul objectif, diversifier l'activité pour consolider le développement à long terme et construire petit à petit une fédération de PME européenne unique en son genre, dont les 3000 collaborateurs sont unis dans le partage de valeurs communes. Donc là, je vous ai mis un peu le développement sur un vieil ordinateur en fait de la modélisation d'une barquette en plastique. Et donc, c'est intéressant de voir également ça. Moi, j'étais pas né. Donc, moi, ça me fait vraiment bizarre de voir ça et ça me montre quand même que ça fait 50 ans que l'entreprise est là et qu'elle se développe et qu'elle a toujours su prendre les virages de tout et que ça paraît vraiment être la préhistoire, mais c'était dans les années 90, donc ça me fait bizarre quand même. Donc aujourd'hui, Guillain, c'est une société qui est présente dans 10 pays, donc au niveau de l'implantation des sociétés. Ils occupent plusieurs segments de marché complémentaires, grandes et moyennes surfaces, restauration commerciale, commerce traditionnel, fruits et légumes, industrie agroalimentaire, restauration collective. Donc ils sont très très nichés dans plusieurs secteurs, segments de marché. Ils détiennent des positions fortes, quel que soit le matériau utilisé pour ces produits d'emballage alimentaire, plastique, carton ou pulpe. Et pour les perspectives 2022 et demain, donc là c'était pour les 50 ans, bien sûr, le groupe Guillain va poursuivre l'aventure Guillain, on prononce Guillain bien sûr, vous le saurez, va poursuivre l'aventure avec toute l'ambition et la détermination qui le caractérise, avec tout l'enthousiasme et l'énergie qui nous habite, pour que dans 50 ans,
nous puissions, comme nous le faisons aujourd'hui, regarder dans le rétroviseur et être fiers de ce que nous sommes et de ce que nous avons construit. Donc là, c'est Sophie Guillain, la fille de François Guillain, qui est le fondateur, qui est actuellement directrice générale. Ensuite, on passe à Guillain en bourse. Donc, on voit que depuis 92, en fait, on n'a pas la cotation depuis 89 sur Google Finance. J'ai essayé de chercher, mais c'est impossible à trouver. Donc en 92, la société, elle cotait à 3 euros. Là, je vous ai mis bien sûr le ticker FR 00128 19 381. Enfin, le code ISIN, le ticker, c'est Algil si vous voulez regarder un peu sur votre broker. Et c'est une action, bien sûr, disponible au sein du PEA PME et du PEA. Je vous invite à ouvrir un PEA PME et à privilégier l'investissement dans des small caps françaises et européennes au sein du PEA PME. Donc là, on voit le très beau parcours boursier qui ne compte pas les dividendes réinvestis. On a eu 725% de performance, donc depuis 92, donc c'est une très très belle performance qui n'inclut pas les 2 à 3% de dividendes chaque année qu'il faudrait rajouter au calcul de la performance. Et donc en 2023, on a 25 euros l'action, soit une capitalisation boursière de 463 millions d'euros. Au niveau des dividendes, on a toujours versé des dividendes. On voit qu'on a eu un split de l'action du nominal de une action a été divisée par 10. Ça n'a aucun impact, c'est pas une dilution, c'est juste on baisse le nominal pour pouvoir avoir plus de liquidité et pour pouvoir mieux investir dans l'action parce qu'elle montait à presque 200 euros si on n'avait pas splitté l'action. Et donc vous voyez que le dividende est en augmentation, même s'il est un peu irrégulier. En fait, c'est une stratégie d'être plutôt conservateur et de ne pas maintenir un dividende quoi qu'il en coûte pour la société. Donc l'entreprise a baissé son dividende exceptionnellement en 2020 au titre de l'exercice 2019 à 0,3 euros l'action par prudence car on était en début 2020 avec les craintes sur le contexte sanitaire, nous a dit Laurent Lenne lors de l'Assemblée générale. Et en fait, finalement, l'exercice 2020 a été très très bon, le prix des matières premières a été faible, au niveau des marges, c'était très très bon, même si on a eu une baisse du chiffre d'affaires. Au niveau du dividende, il va être de l'ordre de 0,8 euros par action contre 0,75 l'an passé, donc là on le voit, en 2023, donc c'est 0,80 euros par action. Au titre de l'exercice 2022, ce qui représente 29% du résultat consolidé. Donc c'est ce qu'on appelle le payout ratio. Donc 29% c'est assez faible. Un tiers c'est vraiment pas mal, un peu moins d'un tiers. Et donc on garde quand même du cash pour autre chose. Donc le payout ratio depuis 1996 est en médiane de 26,1%, ce qui est très raisonnable. Et cela a laissé et laisse encore des liquidités pour effectuer des acquisitions. Donc le dividende est soutenable et il n'impacte pas la trésorerie significativement. Et donc, on peut toujours effectuer de la croissance externe et on ne fume pas la trésorerie en dividende. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui me convient. Et il faut savoir également qu'on verse un dividende parce que on sait que la famille est au capital et que c'est qui détient 65% du capital et que finalement c'est une rémunération indirecte. Donc pour vous dire, en 2022, ça représente en fait 9 millions d'euros de dividendes qui retournent en fait dans la poche de la famille Guillain indirectement. Donc c'est vraiment également une stratégie familiale de verser un dividende pour avoir une rémunération indirecte et faire en fait également grossir le patrimoine de cette manière-là. Donc ensuite, on passe finalement à la stratégie de développement. Donc là, c'est bien sûr repris ici, je vous ai mis le cycle de vie des produits. Donc vidéo très intéressante, la dernière vidéo de Philippe Lucchesi, Finance Academy. Donc j'ai essayé de transposer ce qu'il a mis dans sa vidéo, sa dernière vidéo dans Groupe Guillain et également la matrice BCG. Donc bref, on revient ici. Donc la part de marché pour Groupe Guillain, elle est confidentielle, donc c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Donc on ne peut pas savoir pile quelle est la part de marché de la société. Et comme le dit Philippe Lucchesi et dans sa vidéo qui cite Xavier Fontanet qui a été PDG de Essilor Luxottica, en fait, la part de marché, c'est le plus important en fait. Et ça, en fait,
il regarde Xavier Fontanet, il regardait quand il était PDG la part de marché et il regardait pas les chiffres. En fait, plus la part de marché était forte, plus les résultats étaient bons. Et donc, la part de marché, en fait, elle a un impact très très fort sur les résultats de la société, son pricing power et voilà sur ce qu'elle fait de son marché. Donc, ici, on a une part de marché qui est confidentielle. La société dit juste qu'elle est un groupe leader au niveau européen, mais pas moyen de trouver sa part de marché. La société fait très souvent des acquisitions dans un secteur très atomisé en consolidation actuellement, donc elle renforce en fait sa part de marché dans l'emballage, donc c'est plutôt positif. On peut voir qu'au S2 2022, elle a passé de très belles hausses de prix, donc qui se reflètent dans la marge opérationnelle courante, donc qui est passée au S1 2022, donc au début du conflit Russie-Ukraine, donc on a subi vraiment des très très hausses fortes, des très très euh, hausses de coûts, en fait, des fortes hausses de coûts. Et donc, on a les marges qui sont effondrées au S1. Donc, on était à 7,4% au niveau de la marge opérationnelle courante. Et au S2, on a réussi à passer des hausses de prix. Donc, ce qui conforte, en fait, pour moi, qu'on est quand même dans un leader, sur un leader de marché. Donc, dans un contexte très, très difficile, on arrive à augmenter les prix et à ramener nos marges à un niveau plus élevé. Et donc, moi, je fais l'hypothèse donc que Guillain est un leader qui fixe les prix dans un marché qui est très très compliqué. Donc au niveau du terrain concurrentiel, on n'a quasiment pas de données sur les concurrents, car aucune société cotée ne fait quelque chose de semblable à Guillain. Donc vous verrez, j'ai fait mes recherches, donc sauf si je me trompe vraiment, vous me le dites en commentaire, mais au niveau français en fait et européen, on n'a pas de concurrent notable, mais au niveau européen, en non coté, on a du Sabert qui doit faire 1,2 milliard de chiffre d'affaires. C'est un concurrent qui est américain, qui est basé dans le New Jersey, avec des installations nord-américaines en Californie et au Kentucky. On a aussi des installations à Nivelles en Belgique et en Chine. Il propose une gamme de produits semblables, une gamme de produits semblables à Guillain, mais non pas le service et l'implantation en Europe qui suit pour être vraiment de taille face à Guillain, qui est vraiment positionné sur vraiment être des leaders de niche avec un très très haut niveau de service. Donc Sunplace, c'est un concurrent non coté qui propose également une gamme de 1000 produits, pas seulement dans l'alimentaire, mais aussi dans la cosmétique, les emballages de détergents et la pharmacie. Donc on n'est pas vraiment sur un concurrent de Guillain à part dans l'alimentaire. On est basé en Israël. Leurs emballages peuvent avoir des prix compétitifs, mais quid de la qualité et du service? Donc là, c'est un point d'interrogation pour moi à ce niveau-là. Donc encore une fois, Guillain est un cran au-dessus. On a également Ilip qui sont très forts. Donc ça, en fait, les deux, je les ai trouvés en fait sur. J'ai regardé en fait l'acquisition qu'ils ont faite, qui est Celtic Sales, qui est un distributeur en Irlande, et en fait, ils distribuent des produits Sabert et Sunplast. Sinon, je connaissais pas du tout. Et j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Au niveau, encore une fois, des autres concurrents, donc là, c'est dans les fruits et légumes, donc les barquettes en plastique. Moi, j'ai fait des études de terrain parce que je travaille un jour par semaine à côté de mes études pour me faire un peu d'argent et pouvoir investir en bourse. Donc, dans une grande en GMS. Et donc, moi, j'ai constaté que en concurrent sur les barquettes en plastique, on avait Ilip et Infia. Donc ça, c'est une étude de terrain. Donc avec les produits que j'ai vus moi-même dans mes mains, que j'ai pu observer, et j'ai fait mes recherches sur ces sociétés. Donc on a également Ilip qui sont très forts dans le plastique, en restauration hors domicile et GMS, grande et moyenne surface. C'est une filiale d'Ilpa qui est un industriel italien qui fait également du RPET. Donc lui, il transforme le plastique, le PET, et il fait du RPET, donc du plastique recyclé que Guillain réutilise. Et encore une fois, on a encore en Italie un concurrent qui s'appelle Infia, qui est le premier producteur européen d'emballage plastique pour les fruits et légumes. Donc encore une fois, un gros concurrent de Guillain dans les emballages pour les fruits et légumes au niveau du plastique et l'un des principaux producteurs de ce secteur au monde. Donc voilà, au niveau du terrain concurrentiel, on est quand même sur en fait un secteur très 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 concurrentiel et je vais vous l'expliquer après les avantages et les inconvénients d'avoir un terrain très très concurrentiel chez Guillain. Donc au niveau du cycle de vie des produits, le management estime qu'en fait on a une croissance naturelle des volumes de 3 à 5% par an, tirée actuellement par la croissance de la restauration hors domicile. Donc vous le voyez, on le voit également dans les chiffres de Steph, c'est que malgré l'inflation actuelle, on a en fait une restauration hors domicile qui tient très très bien et qui est toujours en croissance.
Donc ça, c'est vraiment étonnant. En GMS, on a une baisse des volumes, mais la restauration hors domicile, les gens, en fait, c'est toujours un acte très très convivial de se retrouver à l'extérieur. Et donc la restauration hors domicile, manger avec des amis, des collègues, la famille en extérieur, c'est toujours un acte très très convivial, surtout en France. C'est vraiment français. Et donc ça tient très très bien. Donc j'estime que que sur les produits purs plastiques, le marché est mature, mais encore une fois, selon Igons, dans une interview en 2022, il disait fin 2022 que les volumes d'emballage plastique étaient encore en hausse. Donc on a finalement un plastic bashing qui montre en fait on peut pas se passer du plastique et qu'on a encore des volumes en hausse. Mais on est quand même sur un marché mature que j'estime. Au niveau de la pulpe carton papier, on est sur un cycle de maturité-croissance pour éviter le plastique justement. Guillen se positionne très bien sur ce segment. Au global, le marché de Guillen, je l'estime, qui est mature, donc entre la fin de croissance et la maturité, car on est sur un marché adossé en quelque sorte à la consommation alimentaire des ménages et au PIB. Donc on est sur un marché très très mature, mais très très lisible, avec peu de variabilité, très très récurrent comme je vous le dis. Donc il faut savoir également que les produits de Guillen ont un coût de substitution faible, car même si leurs emballages sont pour la plupart brevetés, des concurrents copient facilement leurs emballages. Donc comme je vous l'ai dit, les Infia, Ilip et les autres, c'est vraiment, on peut copier très facilement ceci, même s'il y a des brevets, on peut modifier à peine l'emballage et le mettre sur le marché. Ce qui caractérise Guillen, pour contrebalancer cela, c'est sa production d'emballage d'excellente qualité. Donc, ils veulent vraiment une qualité d'emballage irréprochable, combinée à un très très haut niveau de service et de logistique. Un client peut se faire livrer des emballages plastiques en moins de 24 heures. Donc ça, c'est vraiment le mot de Guillen, qualité, service et gamme. À ce niveau-là, ils sont intouchables. Donc au niveau de la croissance du secteur, elle est assez faible, ce qui fait que la courbe, donc là on vient en fait à la matrice BCG, à la courbe d'expérience cumulée du secteur, des acteurs du marché, et en fait la croissance du secteur, elle est assez faible, et donc l'expérience cumulée des acteurs du marché, elle augmente légèrement chaque année, donc on a une courbe qui est légèrement orientée à la hausse, mais c'est pas une courbe vraiment verticale, on est plutôt légèrement horizontale avec un petit peu de verticalité, et donc ce qui fait que les prix de vente baissent proportionnellement. Donc les prix de vente ils baissent petit à petit, et en fait on n'a pas un marché qui se fait disrupter, un peu comme les logiciels, enfin un peu comme les semi-conducteurs, tout ça, où en fait on a une très très forte croissance du marché, et en fait on a une baisse des prix qui se fait de plus en plus, et on a une forte pression concurrentielle en fait. Et donc ici, on a en fait, ça empêche en quelque sorte les nouveaux entrants agressifs de rentrer sur le marché, parce qu'on a des parts de marché qui sont installées, on a des parts de marché qui bougent très peu, et on a un secteur quand même qui est capitalistique. Pour Guillen, dans les comptes, en fait, vous avez des actifs corporels à hauteur de quand même dans le bilan de 280 millions d'euros. Donc c'est quand même vraiment du solide pour pouvoir arriver et faire la même chose que Groupe Guillen. Donc je vous ai mis ici un peu comme chez Steph, l'activité française de Guillen est la vache à lait qui génère beaucoup de cash et qui est une conséquence de part de marché forte en France, donc sur les plusieurs segments de marché que je vous ai dit. En France, voilà, les parts de marché fortes en France, et ce cash sert à racheter des concurrents hors de France et à faire de l'export. Donc vous voyez, comme je vous l'ai mis depuis au début, donc depuis 2008, en fait, on a une croissance forte de l'export et des rachats qui sont plutôt hors de France. Même si on a de très très beaux rachats qui sont Thiola et Gauthier-Frémont dans le papier, le carton et la pulpe, donc notamment pour les boulangeries et les pâtissiers. On a plus de 50% de part de marché en France là-dessus, sur la boulangerie et pâtisserie et les emballages là-dessus dans les grandes et moyennes surfaces. Donc c'est vraiment vraiment pas mal. Donc voilà, on est plutôt dans une part de marché qui est forte en France, avec un taux de croissance faible également en Europe. Et donc on a
une vache à lait entre guillemets. On a des parts de marché fortes et plus trop de croissance. La société peut sortir de gros dividendes si elle le voulait. Donc là, on est autour de 3% de rendement ou financer les autres activités du groupe. Donc là, on finance en fait la croissance externe pour ce qui est hors de France. Donc c'est vraiment plutôt pas mal au niveau de la matrice BCG. On est vraiment comme chez Steph et comme le dit Philippe, on est sur de la vache à lait qui sert en fait à augmenter nos parts de marché à l'international. Et l'international dans ces deux groupes, c'est l'Europe. Au niveau vraiment, si je rentre dans la stratégie de développement de la société, elle est basée sur plusieurs points dans le but d'augmenter ses parts de marché. Donc on a un service, ça c'est ce que j'ai identifié, un service d'excellente facture, une logique d'accroissement de la gamme de produits de niche offrant beaucoup de diversité aux nombreux clients afin de répondre à leurs besoins. On a 21 000 références actuellement, donc 21 000 références au total avec tous les matériaux et 100% de ces emballages sont 100% recyclables et compostables. On a également une innovation permanente et une politique de croissance externe verticale orientée vers l'international. Donc pour le service, je vous ai développé un peu cette stratégie. On est déjà précurseur depuis 1972. Il proposait un nouveau service qui ferait la différence par rapport à la concurrence, répondre à toute commande en temps réel sur un simple appel téléphonique et gérer, donc ça c'est très très important, gérer les stocks du client pour lui permettre de fonctionner en stock zéro. Donc on est très très rapide, on est très très réactif et donc on fait le stock des clients, ils n'ont pas besoin de stocker et en fait ça permet d'améliorer eux leur efficience, ça permet d'améliorer l'efficience du client final. On a une stratégie donc de service toujours en place aujourd'hui dans le groupe Guillain qui est l'avantage compétitif en fait de Guillain. Ils sont capables de livrer tous les grossistes ou plateformes de la grande distribution dans les 24 heures pour tout type d'emballage plastique. Le carton c'est un peu plus compliqué parce que les machines sont beaucoup plus lentes et c'est beaucoup plus lourd à transporter, donc c'est moins pratique. Donc voilà l'avantage compétitif de Guillain. Donc là, je vous ai mis François Guillain, ce qui dit notre concept de livraison instantanée qui a fait une grande partie de notre succès, mais qui nous a poussé à mettre en place un outil de fabrication hyper productif et réactif. Tout changement de production doit s'effectuer en 30 minutes maximum. Donc si un client appelle, il nous dit on veut tant de produits de cette forme, cet emballage pour demain, et ben en fait Guillain, les équipes de management, ils font changer en fait le dispositif de l'usine et en 30 minutes maximum, en fait, ils ont déjà commencé à produire les besoins du client qui vient d'appeler. Donc, c'est vraiment très, très qualitatif et très, très rapide. Au niveau de la gamme, leur objectif est simple, proposer la gamme de produits la plus large du marché européen en s'adaptant aux demandes des clients. Pour preuve, en 2014, le groupe proposait en fait 6000 produits, une gamme de 6000 produits. Et aujourd'hui, il en propose plus de 21 500, donc soit une multiplication par 3,5 de la gamme en 10 ans. Donc c'est vraiment énorme. Les acquisitions sont pour quelque chose car Guillain a choisi de diversifier son offre initialement uniquement plastique en acquérant des sociétés dans le papier, carton et la pulpe, CS Paper, Tiola, Gauthier Frémont sont des récentes acquisitions qui sont très très intéressantes pour le groupe. Ensuite, on a une innovation permanente, c'est avant tout un état d'esprit, donc être toujours en mouvement, en avance, en quête d'innovation. J'ai toujours eu ce besoin d'anticiper, d'inventer, de créer un état d'esprit pionnier qui nous anime tous encore aujourd'hui. Encore une fois, c'est François Guillain qui parle, donc le fondateur. Donc, comme chaque année, je vous ai mis ici, le groupe Guillain consacre environ 1% de son chiffre d'affaires à la recherche et développement pour le secteur emballage et 2% pour le secteur matériel. Cela fait quand même 33 millions d'euros chaque année. Ils ont également renforcé leur cellule innovation afin de réfléchir aux produits de demain. Donc là, on a quand même vraiment pas mal de points où on est toujours en quête de croissance, d'innovation, d'amélioration et c'est ce que j'aime ici dans la stratégie de développement de chez Guillain, c'est qu'on est sur un vieux business qui est pas très intéressant, mais on essaye d'avoir toujours un coup d'avance et on fait en sorte de se donner les moyens d'avoir ce coup d'avance. C'est vraiment très très intéressant. Donc au niveau de la croissance externe, encore une stratégie de développement. Donc on a 18 acquisitions réalisées depuis la création. Le groupe a grandi grâce à de multiples acquisitions, mais également dans une moindre mesure avec de la croissance organique. Ces acquisitions permettent de développer
son champ d'intervention géographique, de pénétrer de nouveaux marchés, d'accroître ses capacités industrielles et de maîtriser de nouveaux procédés ou matériaux. Le groupe, en fait, il a une politique d'acquisition qui est maîtrisée et son expérience lui permet d'aborder les dossiers avec sérénité en étant accompagné en tant que besoin par des experts. Tant que besoin, pourquoi en tant que besoin? Tant que besoin par des experts. Donc, on sait intégrer, on sait en fait quelle cible nous permettrait de grandir, quelle cible serait intéressante, à quel prix, comment on va les intégrer, quelle synergie on va avoir. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser avec les croissances externes. Et Guillain, ils sont vraiment maintenant très calés sur ce sujet et ils savent en fait qui acquérir, comment, à quel prix, voilà. Et ce que ça leur apporterait, donc c'est intéressant. Donc grâce aux acquisitions récentes, le groupe a réussi à développer verticalement, que ce soit avec des distributeurs, Celtic Sales en Irlande, distributeur historique en Irlande de Guillain, mais également en diversifiant de plus en plus son offre vers le papier et carton pulpe, comme on atteste l'acquisition de CS Paper en Italie, qui est un cartonnier pour les fruits et légumes. On aurait en fait, avec ces deux acquisitions, plus 42 millions de chiffre d'affaires de contribution en année pleine en 2023. Donc c'est vraiment quand même un coup de boost sur un chiffre d'affaires à 897 millions. C'est pas si mal, hein. Ces acquisitions en une année, c'est vraiment une contribution non négligeable. Là, on arrive vraiment au cœur vraiment également de la stratégie. C'est l'allocation du capital et la création de valeur de la société. Donc moi j'aborde la création de valeur en premier. Donc en fait j'aborde le ROCE qui est très important pour une société à mettre en face avec le coût du capital, le coût moyen pondéré du capital. Donc on va étudier tout d'abord comment se comporte le ROCE de la société. Pour rappel, le ROCE, c'est le Return on Capital Employed. Ça fait référence en fait à un ratio financier qui peut être utilisé pour évaluer la rentabilité et l'efficacité du capital d'une entreprise. En d'autres termes, ce ratio peut aider à comprendre dans quelle mesure une entreprise génère des bénéfices à partir de ses propres, à partir de ses actifs totaux diminués des dettes court terme. Donc là, je vous ai mis le calcul. Donc le ROCE, c'est l'EBIT divisé par le capital employé, où l'EBIT, c'est les bénéfices avant les intérêts et les taxes, et le capital employé, comme je vous l'ai mis juste avant, c'est les actifs totaux moins les dettes court terme, donc les current liabilities. Et donc, à partir de là, vous pouvez calculer le ROCE. Moi, je le prends sur Guru Focus la plupart du temps. Et donc, on voit qu'en 2022, le ROCE de Guillain est à un point bas de ces 10 dernières années. Donc, vous voyez ici, dans le deuxième rectangle rouge que je vous ai encadré, on a un ROCE actuellement de 10,65. Donc, on est vraiment sur un point bas des 10 dernières années, notamment parce que l'EBIT est en baisse et qui est impacté fortement pour les raisons déjà évoquées, hausse des matières premières et hausse des coûts de l'énergie. Donc vous voyez qu'en médiane, on est quand même à un ROCE de 14,38 et le ROCE maximum sur ces 10 dernières années a été de 20. Donc on crée quand même si on a un point bas et que c'est pas un ROCE excellent en ce moment, je pense que le ROCE va fortement augmenter sur cette année. Et là, on est quand même sur un point bas. Il faut dire que la société n'est pas cyclique en termes de chiffre d'affaires, mais elle est cyclique en termes de marge, de résultats opérationnels et de résultats nets. Et donc, on verra ça après. On l'a pas encore abordé d'ailleurs. Il n'empêche que la société crée de la valeur sur le long terme. Le ROCE est plus élevé qu'actuellement. Donc, sur ces 10 dernières années, avec les vents contraires, devrait s'atténuer sur 2023, car son ROCE médian sur les 10 dernières années, on l'a vu, il est de 14,38% avec un coût du capital à taux fixe actuellement. Donc, on met en perspective 10,65% de ROCE, donc de création de valeur, face en fait à un coût du capital qui est à taux fixe pour 94% de la dette, qui est actuellement compris entre 0,1% et 1,9%. Et la plus longue échéance arrive en 2029. Donc vous voyez ici qu'on a quand même une belle, même si c'est le WACC, c'est pas tout à fait ça, on a quand même une belle différence entre 10% et 1,9% de coût du capital au maximum, même si on n'a pas le coût moyen pondéré du capital. D'ailleurs, je peux vous le trouver, hein. Je vais essayer de vous trouver ça. Si on se met ici, Guru Focus, je ne l'ai pas calculé, mais en fait, on peut le voir très simplement, le coût moyen pondéré du capital. Ici,
je vous mets du Algil. On peut le trouver très facilement et il est calculé sur Guru Focus. Et ici, on se place sur ce petit schéma-là. Voilà. Et là, on voit qu'on a un ROIC. Donc, on met en exergue le ROIC et le WACC. Et on voit qu'on a quand même, même si le WACC a fortement augmenté, on a un 5% actuellement, on a un ROIC à 7,78%. Donc, on crée de la valeur. On crée quand même de la valeur. Quand le WACC et le Weighted Average Cost of Capital est supérieur au ROIC, donc au Return on Invested Capital, c'est là où il y a de la destruction de valeur. Donc là, vous voyez que la hausse des taux, le Weighted Average Cost of Capital, il est en augmentation parce que en 2021, on avait 3,65%, 3,5, 3, on est autour de 3% en fait de Weighted Average Cost of Capital. On descend même à 1,24. Voilà. Donc là, on a une différence, mais la société a toujours créé de la valeur. En démontre le total stock, donc les capitaux propres attribuables aux actionnaires toujours en augmentation. Donc là, on a une société, même si on n'a pas 40% de ROIC, on a toujours une société qui crée de la valeur et c'est vraiment à la fin du compte le ROCE qui compte le plus. Donc on retourne ici. Au niveau de l'endettement, donc là, on retourne tout de suite à l'allocation du capital. Donc, au niveau de l'endettement et de la création de valeur, en fait, au niveau de l'endettement, la société, elle tient toujours à garder un niveau de dette très raisonnable. Donc, on dépasse rarement les 85 millions d'euros. Je vous ai mis ici un petit schéma. Vous voyez qu'on a dépassé les 80 millions d'euros en 2010, 2011, 2012 et ici, on les redépasse en 2022. La dette nette, elle dépasserait rarement les 85 millions d'euros à mettre en perspective avec la capitalisation boursière. On est très peu endetté, hein, avec les capitaux propres, avec les marges. On est vraiment très très peu endetté, qui correspond selon moi à actuellement une année de résultats opérationnels courants normatifs. Donc voilà, on a une dette qui représente un an de résultats opérationnels courants. C'est vraiment très très peu actuellement. Ouais, on est vraiment sur une société familiale bien gérée et on essaye vraiment de pas gâcher la pérennité de l'entreprise, mais de pas impacter la pérennité de l'entreprise avec une dette trop forte qui pourrait nous mettre en difficulté. Je pars du principe qu'avec le track record de la famille Guillain, les 3% du chiffre d'affaires investi. Donc là, vraiment, ici, on était sur la création de valeur. On s'endette très, très faiblement, mais ça permet de créer quand même de la valeur, l'endettement. Au niveau de l'allocation du capital, ici, on est tout de suite parti sur le chiffre d'affaires investi dans la R&D. Donc, on a 3% du chiffre d'affaires annuel qui est investi dans la R&D, recherche et développement. Donc, ça fait 33 millions d'euros en 2022 et les 4,5% du chiffre d'affaires qui partent en CAPEX de maintenance pour entretenir les bâtiments, les machines, les outillages. Ça représente 40 millions d'euros en 2022. Ils sont finalement au service de la performance économique pour avoir toujours un coup d'avance en fait et avoir ce qui se fait de mieux au niveau industriel, mais aussi avoir les moyens d'innover pour la R&D et également les CAPEX, avoir de nouvelles machines. Depuis 2022, le groupe paye en moyenne 21,7 millions d'euros par an. Donc, il débourse 21,7 millions d'euros par an pour racheter des concurrents et diversifier géographiquement son maillage territorial, que ce soit notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Pologne assez récemment, diversifier sa gamme de produits désormais multimatériaux, Thiola, Gauthier Frémont et CS Paper. Donc, on débourse quand même, on a une bonne allocation du capital qui permet de créer de la valeur. D'ailleurs, je vous ai mis le ROCE, oui, le ROCE est là. Qui permet de créer de la valeur sur le long terme. On achète des acquisitions, elles sont rentables et on essaye de mettre en place des synergies. Et donc le capital est bien employé, que ce soit au niveau des investissements en R&D, en CAPEX et en croissance externe. Et là, au niveau de l'allocation du capital, on va parler des dividendes. Comme je l'ai dit plus haut, la société est détenue à 65,6% par la famille Guillain, ce qui explique en fait un payout ratio de l'ordre de 26% ces 26 dernières années, avec un rendement du dividende médian de 2,72%. Donc pour ceux qui cherchent un dividende stable, à peu près stable, parce que la société préfère diminuer le dividende
plutôt que de le maintenir élevé et mettre la pérennité de l'entreprise en jeu, il est en un niveau médian de 3% en augmentation parce que la société crée de la valeur. Donc, c'est pas un dividende aristocrate comme les Thermador, mais ça reste très intéressant. Pour ceux qui cherchent le dividende, bien sûr, moi, c'est pas forcément ce que je regarde. Donc, pourquoi cette stratégie de versement du dividende depuis 26 ans pour que les holdings familiales se payent autrement que par un salaire? Je vous l'ai dit plus haut, mais je me répète. Cette année, par exemple, le cash remonté par les dividendes à la famille Guillain est de l'ordre de 9,118 millions d'euros. Le dividende reste très conservateur. Il n'a pas d'impact sur la croissance ni sur la pérennité du business. Donc ça, c'est ce qu'on aime voir. En conclusion, l'allocation du capital faite par la société est au service d'une stratégie conservatrice avec peu de dettes, avec une gestion familiale, investissement maintenant pour le futur et une très bonne vision, agilité pour faire pivoter la société de son savoir-faire historique qui est le plastique à une société qui propose une gamme la plus large du marché européen avec du multimatériel, moins enfreint aux contrats réglementaires et également au plastic bashing. Mais cela n'empêche pas que la société continue de créer de la valeur comme elle l'a toujours fait sur un business d'apparence ennuyeuse à la Peter Lynch. Maintenant, on passe tout de suite sur la performance économique. Donc, j'espère que ça vous plaît cette vidéo. J'essaye vraiment de rentrer vraiment dans les détails de la société. Donc, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, en 93, on avait 92 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on est en 2022 à 897,7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a fait fois 9,2 fois le chiffre d'affaires. On l'a multiplié par 9,2 en 29 ans. Donc, au niveau de la segmentation des ventes, j'ai le CA France et le CA Export. Donc, le CA France, c'était historiquement la plus grosse partie du chiffre d'affaires jusqu'en 2007, 2008, 2009, 2009 même 2010, où en fait le chiffre d'affaires export est passé devant le chiffre d'affaires France. Et vous voyez qu'en fait l'export, il commence à prendre de plus en plus de place. Et là, c'est ce qui reste très intéressant, c'est qu'on a saturé, comme je vous l'ai dit, la France c'est la vache à lait. On a saturé le marché français, on a des parts de marché fortes, même si on les connaît pas. Et ça m'énerve de pas les connaître, mais je pense que quand même on a des parts de marché fortes et on finance les activités à l'international qui permettent à l'export, qui permettent de faire croître le chiffre d'affaires de plus que celui de la France. Au niveau du résultat opérationnel, on a une très très belle croissance également. On était à 19,9 millions en 2004 et aujourd'hui on est à 70,3 millions d'euros en 2022. Même si je pense qu'en 2023 on pourrait retrouver 80 ou voire 85 millions de résultats opérationnels, voire même un nouveau record annuel de résultats opérationnels. Donc là, je vous ai mis un peu sur ces 10 dernières années. En fait, le chiffre d'affaires France, il est en croissance, en augmentation de 97,67%, le CA Export de 87,54% et le résultat opérationnel de 103%. Donc le résultat opérationnel augmente donc plus vite que le chiffre d'affaires malgré de gros impacts négatifs en 2022. Donc vous l'avez vu là depuis 2-3 ans ça baisse, mais c'est parce qu'il y a des vents contraires. Moi je m'attends à un rehaussement des marges en 2023 et donc la société est donc de plus en plus efficiente. Donc vous voyez que même malgré en fait des gros impacts négatifs depuis 3 ans, le résultat opérationnel augmente plus vite que le chiffre d'affaires, donc ce qui montre l'efficience de la société et le fait que les marges, on a un levier sur les marges qui est plus fort qu'un levier sur le chiffre d'affaires. Et sur ces 10 dernières années, la croissance est clairement tirée par l'international. On voit que la France, en fait, elle a augmenté significativement ces 2 dernières années à cause de l'acquisition signification, encore une erreur de ma part. L'erreur est humaine, bien sûr. De Gauthier Frémont. Ici, vous pouvez voir, en fait, effectivement, que en 2020, on était à 222 millions de chiffre d'affaires. On est passé à 364 millions. Donc, Gauthier Frémont, c'est plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, ça a vraiment contribué fortement à l'augmentation du chiffre d'affaires en France. Et voilà pour le petit détail. Donc là, ici, pour l'instant, tout est beau. Je vous ai parlé qu'il y avait quand même beaucoup de concurrents et que c'était un secteur très compétitif, très concurrentiel. Mais on a également plusieurs points qui sont tout de même à regarder avec attention sur Groupe Guillain.
groupe Guillain. Donc ici, on a une forte corrélation entre le prix du baril et les marges slash ratio de rentabilité de la société, car la société se source avec des matières premières plastiques faites à partir de l'or noir, mais qui tend à s'atténuer. Donc là, je mets un peu quand même entre guillemets cette corrélation parce qu'elle tend à s'atténuer avec la stratégie multimatériaux, plus de carton, papier, pulpe. Donc là, vous voyez ici en fait, euh, on peut voir en fait que le cours du pétrole et les marges sont inversement corrélés en 2016 et 2020. Donc là, vous voyez ici 2016, là je vous entoure là, et là 2016 ici avec le point bas et 2020 ici, que en fait, lorsque le cours du baril avait fait un point bas respectivement autour de 25 et de 15 euros, le return on equity était de 18 et 15%, donc un très très bon retour return on equity, donc c'est vraiment excellent. La marge opérationnelle était également de 13 et de 13,8% respectivement, donc vraiment incroyable, quoi. Et inversement, en 2008, le baril était monté à 150 euros, 150 dollars, pardon. Et donc la marge opérationnelle avait baissé à 5,61%, donc une des marges les plus faibles historiquement, et le return on equity à 7%. Donc là vraiment c'était dommage. Et ensuite on passe vraiment également au point négatif de la réglementation qui est de plus en plus, ça m'énerve ça, voilà. La réglementation qui est de plus en plus dure, notamment en France, sur le cœur historique de métier de groupe Guillain, notamment sur les emballages plastiques, même si c'est infondé. Euh, on a de nombreuses incertitudes réglementaires qui pèsent sur l'activité du groupe Guillain depuis 2018, alors que factuellement le plastique de Guillain pollue moins que du carton et du verre. Ça, c'est cité dans leur rapport annuel. Au niveau de la réglementation française, on a eu plusieurs articles qui sont arrivés, qui sont mis en application en 2022 et en 2023. Donc le premier texte, c'est qu'à compter du 1er janvier 2023, les restaurants de plus de 20 couverts doivent avoir banni la vaisselle jetable pour tous les repas et boissons servis sur place. Donc d'après Laurent Laine, qui est le directeur adjoint et le directeur général adjoint et le directeur général finance, donc nous n'avons pas attendu ces textes pour proposer des emballages réutilisables à nos clients. Donc on a évidemment une gamme de produits à ce niveau-là. La conviction, c'est plus vert que des emballages à usage unique. C'est un point d'interrogation. Je ne suis pas spécialiste. En revanche, au niveau de la consommation d'eau, c'est évident que c'est moins bien de proposer des emballages réutilisables. Donc au niveau du deuxième texte de loi, on a un nouveau décret qui est entré qui est entré en application le 20 juin 2023. Non, du coup, un décret du 20 juin qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023, interdisant à nouveau la mise en vente du plastique pour les fruits et légumes, en fait, qui empêche je vais vous lire, excusez-moi, je reprends. Interdisant à nouveau la vente de fruits et légumes emballés dans du plastique pour du conditionnement de moins 1 kg, de moins de 1,5 kg. Donc, ça fait 2-3 ans en fait que ce texte il est mis en application, interdit, mis en application, retiré, tout ça, mais là, ils le remettent en application et donc c'est dommage. Mais là, je vous ai mis un article récent sur une interview récente de Sophie Guillain, donc sur Fresh Plaza, qui parle en fait de la régulation des emballages et, euh, et il faut vraiment des choses factuelles, du sens commun, et il ne faut pas une approche idéologique. Donc, ici, je vous ai traduit l'article et ce que dit Sophie Guillain, donc, qui est actuellement la CEO de Groupe Guillain. Donc, prenez l'article 22, donc celui que je vous ai dit, le deuxième ici, l'interdiction des emballages à usage unique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg. Tout d'abord, à part les pastèques qui achètent finalement plus de 1,5 kg de fruits et légumes. C'est vrai que si vous achetez 1,5 kg de fraises ou de framboises ou même de pommes, personne n'achète plus d'1,5 kg de fruits et légumes. Enfin, rarement en tout cas. Plus grave, cette mesure néglige la finalité de l'emballage, réduire les déchets pour les agriculteurs et le gaspillage alimentaire pour les détaillants, tout en garantissant l'hygiène et la sécurité sanitaire des consommateurs.
La mesure oublie d'analyser la pertinence réelle des alternatives proposées avec les cartons. La consommation d'eau augmente considérablement et le coût des emballages augmente de 30%. Donc, carton vs plastique, ça augmente, les coûts augmentent de 30%. Donc finalement, le consommateur, c'est toi qui payes en tant que, si tu veux du carton et que tu dis, ouais, le plastique c'est nul, ça pollue et tout, c'est 30% de coûts en plus. Donc finalement, l'inflation, elle se fait à cause de ça, du plastique bashing également. Ce qui est problématique à l'heure de l'inflation, elle le dit elle aussi, il est également impossible d'incorporer des matériaux recyclés. Donc le carton, en fait, on ne peut pas vraiment le recycler, hein. C'est 100% recyclable, mais on ne peut pas réintégrer du carton recyclable facilement. On est obligé de refaire de la pâte, tout ça. Et donc, il faut beaucoup d'eau. Le gaspillage alimentaire a augmenté de 58% chez les producteurs et de 30% dans les commerces. Donc, notamment à cause du vrac. Le vrac, en fait, c'est pas si bien, hein. On perd beaucoup de produits. Il y a beaucoup de vols sur le vrac. Moi, je le vois en GMS. Les gens, ils mangent comme ça, quoi. Alors que quand c'est emballé, ils passent dans les rayons, ils commencent à manger des trucs. Ils tirent sur les bacs de vrac. Ils s'en servent dans les mains. Ils mangent tranquillement. Ça dérange personne. Et voilà, ça augmente vraiment du gaspillage, ça augmente en fait les pertes en fait chez les producteurs. Mais surtout, on sait que la filière fruits et légumes est soumise aux aléas climatiques, ce qui fait que les volumes peuvent varier considérablement. Donc en fait, du jour au lendemain, on peut avoir une grosse récolte où on peut rien avoir. Donc le plastique, en fait, ça permet vraiment cette adaptation que cet article, en fait, il tend à supprimer et c'est vraiment pas intelligent. Donc la capacité de s'adapter à cette grande contrainte n'est possible qu'avec le plastique, comme elle le dit et comme je viens de vous le dire. Encore une fois, je vous ai continué à prendre l'article. Prenons par exemple les niveaux obligatoires de teneur en matière recyclée pour les plastiques, hormis le PET, qui est adapté au contact alimentaire. Cela est actuellement impossible pour les autres résines. Pourquoi ces obligations devraient-elles s'appliquer uniquement au plastique et pas aux autres matériaux comme le verre ou le carton? C'est vrai qu'on parle, par exemple, du verre Alia. En fait, ils n'ont aucune obligation de mettre tant de matériaux recyclés de calcin dans leur. Ils le font d'eux-mêmes, mais ils n'ont aucune obligation de mettre du calcin dans leur nouveau verre en fait, ni dans le carton. Donc il s'agit clairement, elle dit, d'un traitement injuste et d'une violation des règles du jeu équitable. En tout cas, de notre côté, poursuit Sophie Guillain, nous faisons beaucoup pour essayer de changer les choses au niveau parlementaire pour faire prendre conscience aux parlementaires de l'impact réel des différents articles. Il faut tout faire pour supprimer certaines interdictions et faire adopter des amendements sur certaines obligations, notamment sur les questions de réutilisation et d'incorporation de matériaux recyclés pour lesquels il faut faire accepter des valeurs raisonnables et réalistes. Nous menons de nombreuses actions en collaboration avec d'autres acteurs, partenaires, clients, fournisseurs, associations, etc. Nous sommes une entreprise qui propose des solutions d'emballage 100% recyclables à usage unique ou réutilisables en carton, pulpe ou plastique. Nous sommes légitimes dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Notre objectif en tant que fabricant expérimenté et professionnel est de faire tout notre possible pour garantir que les actions que nous entreprenons ont finalement le moins d'impact possible sur l'environnement et sur le consommateur final. Et là, je vous ai mis quelque chose tiré du DEU 2022. En outre, donc pour tous ceux qui disent le plastique c'est nul, ils ont vraiment fait une étude factuelle et c'est pas pour aller dans leur sens, mais vraiment factuellement, remplacer 100% des emballages plastiques par tout autre matériau reviendrait à multiplier par 3,6 fois leur poids. Donc vous imaginez qu'en transport dans les camions, il faut plus de camions en fait. Vous pouvez pas charger autant de plastique, d'emballage plastique que d'emballage carton. Par 2,2% la consommation d'énergie et par 3,7% la consommation de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment énorme, soit 61 millions de tonnes de CO2 par an en Europe. Donc le plastique finalement, c'est vraiment une solution, ça paraît contre-intuitif, mais qui pollue moins. Mais il faut la recycler, il faut la recycler, voilà. C'est ça en fait faut mettre en tension le fait que le plastique, c'est plus facile à transporter, ça consomme moins d'énergie, c'est moins polluant, mais faudrait-il la recycler et c'est à l'État de faire en sorte de ne pas envoyer nos déchets en Chine, en Afrique pour les enterrer, ce qui est une aberration totale. Au niveau des perspectives maintenant, pour 2023, la société va continuer d'appliquer les principes de sa réussite, c'est-à-dire son triptyque qualité, gamme, service, mais également de continuer d'innover, se diversifier vers le multimatériau et pourquoi pas encore racheter des sociétés en 2023
même si on n'a eu un coin communiqué pour l'instant là-dessus. Je pense qu'ils cherchent à bien intégrer, euh, CS Pepper et comment elle s'appelle l'autre? CS Pepper, Celtic Sails, voilà. Donc face à l'inflation des matières premières et des prix d'énergie, Guillain va profiter, donc là c'est tout ce que je vous dis moi-même, hein. Guillain va profiter d'une baisse des matières premières, PET, RPET, polypropylène, pull, papier, carton sur le S1, avec l'augmentation de plus de 30% du prix du baril sur le T3 2023. Je ne fais pas de prévision sur le deuxième semestre, que je ne saurais quantifier, mais sûrement au-delà de 10%. Donc ici, je vous dis que sur le S1, on va sûrement être sur une baisse des matières premières au-delà de 10%, donc ce qui va reluer les marges. On va profiter également d'une baisse très importante des prix de l'énergie et de l'électricité notamment. 94% de la consommation d'énergie de Guillain, c'est de l'électricité. Steph, qui est très gourmande en électricité, a fait état d'une baisse de 36% de ses coûts en électricité sur le S1 2023. Donc on peut s'attendre à la même chose du côté de Guillain. On aura un effet base également du S1 2022 faible pour répercuter les hausses de prix subies en 2022 pour 2023. Donc en effet, en fait, on va avoir un très très bon S1 parce que le S1 2022, il était très faible en termes notamment de marge. Donc pour le S1 2023, qu'est-ce que je dis? Attendez. En effet, le résultat opérationnel courant au S1 2022 était très faible à 32,24 millions d'euros, puis augmenté de 39% entre le S1 et le S2 pour atteindre 44,86 millions d'euros grâce à une répercussion des hausses de prix. Donc là, pour moi, j'ai été très très positivement surpris pour le S2. Et donc, pour le S3, je m'attends à une continuité également, mais on verra ça dans la valorisation. Pourquoi j'ai ça? Je ne peux pas le supprimer. Non. Oui, c'est ça. Donc là, je vous ai mis ce qu'a dit la société. Moi, c'est mes suppositions ici et les choses qui sont quantifiables pour moi. Maintenant, la société dit qu'en 2023, dans un marché incertain, le groupe reste concentré sur sa stratégie de développement et sur son engagement environnemental fort. Ils ont toujours été très corrects sur l'environnemental quand même, hein. Même s'ils faisaient du plastique, ils font toujours du plastique, ils sont très très engagés quand même. Qui est de ne proposer à ses clients que des solutions d'emballage alimentaire recyclables, compostables ou réutilisables, avec comme axe central la sécurité alimentaire et la protection des aliments pour éviter le gaspillage alimentaire. Le groupe est mobilisé au quotidien pour accompagner ses clients dans tous leurs besoins et leur apporter son expertise et ses innovations et sa largeur de gamme multimatériaux unique en Europe. Donc là, j'ai tiré ça du communiqué de presse des résultats annuels 2022. Un élément important sera le niveau de consommation des ménages, essentiellement pour les produits frais, fruits et légumes, pâtisseries, traiteurs, plats emportés. Celui-ci étant plutôt orienté à la baisse début 2023 sur l'ensemble du marché européen. Donc là, c'est le DEU 2022, j'ai tiré ça. Donc là, c'est un point d'attention également. Chez Steph, ils ont publié au S1 les volumes alimentaires en vente. Vous voyez qu'en zone euro, on est à moins 4,4% en volume alimentaire. Et les trois principaux marchés qui sont du groupe, qui sont la France, le Royaume-Uni et l'Italie, on voit qu'on a une baisse de moins 6,1% des volumes alimentaires en France sur le S1, moins 4,8% de baisse des volumes alimentaires sur le S1 2023 en Italie et moins 2,9% en Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni qui fait qui baisse le moins en fait, c'est plutôt intéressant malgré une inflation alimentaire qui est une des plus fortes des trois pays. Donc voilà un petit point d'attention également, c'est la baisse des volumes alimentaires. Ensuite, je vous ai fait une petite matrice SWOT. Donc force, menace, opportunité, faiblesse. Donc en force chez Guillain, on a des parts de marché fortes. On dit qu'on est quand même leader européen même si on n'a pas les parts de marché. On a une gestion familiale, vision long terme, pérennité de l'entreprise, importance du capital humain. Donc là, j'ai pris ça de Philippe de Finance Academy pour la société Steph, mais c'est pareil pour toutes les sociétés familiales qui ont une forte part du capital qui est détenue par la famille. Donc vraiment une vision long terme, c'est-à-dire qu'on investit aujourd'hui pour dans 5-10 ans pour le moyen terme. Pérennité de l'entreprise, on va pas se surendetter, on va pas faire des investissements qui mettent qui mettent
qui mettent la pérennité de l'entreprise en jeu. Et on a l'importance du capital humain. Là, ils ont fait avec tous les managers récemment, par exemple chez Guillain, ils ont fait un événement à Malaga. Donc franchement, c'est pas si mal comme lieu. Andalousie, sud de l'Espagne. Donc orienté travail, mais aussi plutôt détente, soleil, chaleur, tout ça. Et franchement, ils prennent quand même soin de leurs salariés. Et il a tenu à le dire également, François Guillen, c'était le premier à mettre en place l'intéressement pour ses salariés en France, d'intéresser les salariés aux résultats de l'entreprise. Et donc, franchement, c'est l'importance du capital humain, elle est respectée chez Guillen. Donc, également, on a un actif de production moderne et entretenu. On a des innovations permanentes, donc de la R&D permanente. On a un secteur qui est quand même défensif et peu cyclique. On est sur la consommation alimentaire des ménages. On a une dette qui est toujours faible avec des actifs en contrepartie. Donc, je vous l'ai dit dans le bilan, on a là, par exemple, je sais plus, on a 97 millions d'euros de dette ici. Je sais plus c'est quoi. On va reprendre ici. Attendez, si on remonte un peu. Ouais, on a 98 millions de dettes face à voilà, à mettre en contrepartie, on a 280 millions d'actifs corporels, donc des entrepôts, des terrains, des machines. Donc franchement, on a vraiment une force, c'est qu'on a des actifs à mettre en contrepartie. Au niveau des faiblesses, on a une faible liquidité du titre, donc on est vraiment sur une small cap. La famille, elle fait pas bouger ses titres tous les jours, donc on a une faible liquidité. On a un manque de communication avec les actionnaires minoritaires, notamment les conférences FAF ne sont pas diffusées, ni les PowerPoint de la conférence FAF, donc ça c'est vraiment dommage. On a un potentiel d'augmentation des marges qui est quand même assez limité. On n'est pas sur du logiciel ou du LVMH où on peut monter à 20% de marge opérationnelle, 25%, 30%. Ici, on est quand même assez limité parce que finalement, c'est monsieur tout le monde qui achète des produits Guillain, enfin, qui achète des produits en grande surface qui sont les grandes surfaces qui sont les clients de Guillain indirectement. Donc, on a un manque d'attractivité pour le recrutement. Voilà, c'est une activité à la Peter Lynch qui ne fait pas rêver. Donc, pour le recrutement, c'est un peu dommage. Et on a une activité énergivore qui est sensible aux augmentations de l'électricité, qui consomme beaucoup d'électricité au niveau des usines. Donc, au niveau, je vais commencer par les menaces. Donc, on a une pression concurrentielle accrue. Ça a été dit à l'Assemblée générale. Donc, on a des importations qui viennent de Turquie et de Chine. Donc, ils ont un peu sous-entendu qu'il y avait une concurrence déloyale puisqu'ils avaient des matières premières sûrement qui venaient de Russie. Et donc ils sourçaient avec des matières premières moins chères que nous qu'ils se sourcent eux en Europe. Et donc Guillain ils sourcent pas avec de l'énergie russe. Donc il y a un coût du travail également inférieur en Turquie et en Chine. Et donc ils envoient maintenant ils envoient ça par bateau et donc les prix du fret ils ont également fortement dégonflé et donc on a de nouveau une pression concurrentielle accrue au niveau des concurrents turcs et chinois. Donc en fait on a également en menace un décalage entre donc là en fait force et faiblesse c'est ce qui est intrinsèque à la société et opportunité et menace c'est ce qui est extrinsèque à la société. Donc là on a un décalage entre les hausses de coûts et les hausses de prix aux clients. On a un risque de controverse ESG sur le plastique même si infondé. Donc c'est infondé, la société, on l'a montré plus haut que ça consomme plus tout autre emballage. Et en plus, la société, elle se source avec des bouteilles plastiques pour les emballages près des côtes en Indonésie par des populations locales. Donc ça coûte de l'argent et c'est un geste vert. Et donc c'est une réponse de la société pour dire que nous, on est vert, on fait de l'ESG. Et on n'est pas à polluer la planète vraiment en disant que le plastique c'est nul, en disant que le plastique c'est bien et que qu'il faut le laisser en circulation. On met vraiment en place des actions. Ensuite, au niveau des incertitudes réglementaires en France, il y en a des nombreuses sur le plastique et bientôt dans l'UE. C'est pour ça qu'il y avait l'article de Sophie Guillen. Elle parlait notamment de l'UE. Ensuite, on a un risque de fluctuation des matières premières. Matières premières, c'est les résines de matières plastiques vierges recyclées, le carton et le papier pour le secteur emballage, ainsi que pour l'inox
pour le secteur matériel et pour les besoins de fonctionnement, l'électricité et le gaz. Donc on est exposé aux fluctuations des matières premières et ça, on l'a vu dans les marges, ça a un fort impact sur les marges. On a également un fort impact en menace de l'inflation générale qui peut impacter la consommation des ménages, diminuer la consommation des ménages et également faire augmenter les salaires. Il faut suivre l'inflation avec les salaires, donc ça, c'est quand même une menace. Ensuite, en opportunité, on a des relais de croissance clairs sur l'international et le multimatériau, en organique ou en acquisition. On a une diversification du cœur de métier historique, le plastique vers le multimatériau. Donc Guillen, c'est plus la société qui fait des emballages plastiques, c'est la société qui fait des emballages multimatériaux maintenant. Et on a un fort potentiel sur de la restauration hors domicile, notamment, on l'a dit à l'Assemblée Générale, avec des poképacks qui sont réindustrialisés en Pologne actuellement, on produit des poképacks. Donc, vous savez, les pokés là, c'est un peu, c'est la bouffe hawaïenne, la nourriture hawaïenne là, ça se démocratise beaucoup dans la restauration hors domicile. Vous avez votre petit pot rond là, votre petit bol rond où il y a du riz, du saumon, de la carotte, de l'avocat, voilà. Et ça, ils disent qu'ils ne peuvent pas suivre la demande tellement la demande est forte. Et ils essayent de produire la meilleure qualité, le meilleur produit possible avec le plus de qualité possible sur ces poképacks. Et c'est pour ça qu'ils ont ouvert une ligne de production en Pologne durant l'année 2022. Maintenant, on en vient à la valorisation, c'est le dernier point. Vidéo assez longue, mais j'essaye de la faire la plus qualitative possible. Donc en moyenne sur ces 10 dernières années, le titre s'est échangé à une valeur d'entreprise sur EBIT. Donc valeur d'entreprise sur le résultat opérationnel courant de 7,7 fois, avec un plus bas à 4,4 fois en 2020 et un plus haut à 12,7 fois en 2017. Donc là, je vous ai mis le schéma. On est à peu près au niveau de ces 10 dernières années. Actuellement, on a 8,1 fois contre 7,7 ces 10 dernières années. Donc, au niveau des prévisions que je fais pour le S1 2023, je fais l'hypothèse d'une baisse des volumes vendus par le groupe de 5%, car la moyenne des baisses des volumes alimentaires des 3 pays les plus contributeurs de l'activité, donc comme je vous l'ai dit plus haut, j'ai fait les calculs depuis les chiffres du résultat du rapport semestriel de Steph, donc qui sont la moyenne de baisse de l'Italie, du Royaume-Uni et de la France. On est à moins 4,6% de baisse des volumes alimentaires sur ces 3 pays. Donc moi je prends 5%. Je prends 5%. Ensuite, je rajoute quand même un effet prix de 10% parce que le groupe n'avait pas répercuté la totalité des hausses de prix sur le S1 2022, mais plus au S2 2022. Comme en témoigne le ROC, donc ça je vous l'ai dit 3 fois déjà, que le ROC avait été impressionnant au S2 en augmentation très très significative de 32 à 44 millions d'euros. Donc une augmentation du CA finalement 10 donc si on a un effet prix de 10% et les volumes qui baissent de 5%, donc on aurait une augmentation du CA de 5% en organique au S1 2023. Ensuite, je table sur une contribution des croissances externes sans augmentation de chiffre d'affaires par rapport à 2022. Donc, je suis plutôt conservateur encore une fois, qui donne 22,8 millions d'euros. Je crois que sur du CS Paper, il y avait 90% de participation, donc j'ai pas soustrait ça. J'ai pris en entier la participation, donc faudra enlever sûrement quelques millions d'euros, mais on va tabler entre 8 et 10% vraiment d'augmentation du chiffre d'affaires ici, avec le chiffre d'affaires du S1 2022 plus l'augmentation de l'effet prix plus l'augmentation de la croissance externe. Et donc voilà, on serait à 480,6 millions d'euros sur une augmentation de 10,2% au S1 2023. Pour ce qui est de la marge opérationnelle courante au S1 2022, elle s'était élevée à 7,4% comme je vous l'ai dit et au S2 9,7%. Donc en étant conservateur, je table sur une marge opérationnelle au S1 à 9%, mais je pense qu'elle peut se situer vraiment entre 9,5 et 10%. Donc moi je sous-estime un peu tout ça. Donc mon estimation de résultat opérationnel au premier semestre 2023 est donc de 480,6 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle courante de 9%, soit un résultat opérationnel courant de 43,25 millions d'euros. Donc sur les 12 derniers mois, ça reviendrait à un résultat opérationnel courant de 88,11 millions d'euros.
Au niveau des free cash flow, je m'attends à des vents plus favorables cette année pour la société et notamment sur ce S1 2023 avec une baisse de 30% des prix de l'électricité. Steph a fait acte de moins 36% des prix de l'électricité, hein, pour rappel, sur le S1 2022. Et de 10 à 15% des matières premières, donc une baisse de 10 à 15% des matières premières, une meilleure gestion des stocks et donc une baisse du besoin en fonds de roulement, donc plus de cash disponible. Donc je m'attends à 5 millions de free cash flow, donc c'est quand même faible en conservateur encore une fois. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà ce que je vous dis. Donc soit un endettement net, on va rembourser un peu de dette ou on va augmenter la trésorerie. Donc ça me donnerait un endettement net de 92,8 millions d'euros au 30 juin 2023. Au regard de la qualité de gestion et de track record de la société, je valorise la société seulement à 8,5 fois le résultat opérationnel courant. Seulement, pourquoi? Parce que je prends quand même en compte le dérating sur l'activité plastique et la réglementation qui ennuie en fait Guy. Hein. Ces deux choses, ça ennuie très très fort. En fait, ça fait que la valorisation, elle est pas très élevée. Hein. Pour rappel, ils ont racheté Gauthier Frémont à 11 fois le résultat opérationnel. Je sais plus si c'est le résultat opérationnel ou le résultat opérationnel courant. Donc vous voyez qu'à 8,5 fois le résultat opérationnel courant, c'est peu cher payé même. Hein. Donc j'estime au S1 2023 sur les 12 derniers mois 8,5 de marge opérationnelle courante de résultat opérationnel. 88,11 de résultats opérationnels courants, moins la dette nette qui est de 92,8 millions d'euros. Donc ça me donnerait 656,135 millions d'euros en price target, soit en fait 35,49 euros par action, upside potentiel de 41,4% au cours actuel. Donc j'ai été quand même assez conservateur dans tout ce que j'ai fait, mais vous verrez après que j'étais encore plus conservateur. Donc là je vous ai mis le nombre d'actions, l'autocontrôle, tout ça. Et si on rajoute une marge d'erreur de 15%, donc je soustrais encore 15%, j'obtiens un target price de 30 euros et un upside potentiel de 20% au cours actuel. Donc ça fait beaucoup de marge d'erreur quand même. Hein. Je rajoute 15% de marge d'erreur au cours actuel. Vraiment, on n'est pas cher, mais on n'est pas sur le niveau de l'année dernière, de septembre, fin septembre, début octobre de l'année dernière, où le cours était tombé à moins de 20 euros. Mais on est quand même sur un bon niveau au cours actuel où on est à 25,10 je crois à la clôture d'hier. Et enfin, au niveau du ratio CAC, au niveau du ratio cours de bourse capacité d'autofinancement, on est actuellement à 4,9. Donc c'est un ratio que William Higgins adore. Et eux, dans le fonds Indépendance Expansion, ils veulent une décote de 30% du cours sur cash flow de la société par rapport au marché. Donc là, on est à 4,9 pour Groupe Guillain, soit une décote par rapport au CAC Mid and Small de 67%. Donc c'est vraiment énorme. On est vraiment à une décote de presque 70% par rapport au marché. Et je rappelle, indépendance et expansion, un de leurs critères, c'est 30%. Donc on est presque deux fois et demi plus élevé que ce que recherche indépendance et expansion. Et aussi pour petite confirmation également de ce que je pense que la société a du potentiel à la hausse. Ça fait 2 mois que Gay-Lussac Gestion sur le fonds microcap, donc leur fonds phare où il y a le plus d'encours sous gestion, je crois. Ça fait 2 mois qu'ils augmentent vraiment, qu'ils achètent du Guillain. Donc fin août et fin septembre, courant août et courant septembre, ils ont acheté du groupe Guillain et ils se renforcent petit à petit, ce qui montre qu'il y a un upside potentiel et que la société est jugée de qualité avec un retour des vents plus favorables pour groupe Guillain. Donc voilà, c'était tout pour cette analyse. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Je vais vous offrir aussi le transcript de l'AG. Donc je suis allé en juin à l'AG. Je vous ai en fait fait tout ce qu'ils ont dit en fait, que ça soit Laurent Laine ou François Guillain. Sophie Guillain était absente parce qu'elle était malade. Et je vous ai mis également des beaux schémas, ce que je pense de la société, même si vous aurez un doublon à la fin sur ce que je pense ici. Mais vous avez plus de précision, notamment sur la stratégie de la société, ce qui se passe. Et je vous offre ça. Il suffira de cliquer en dessous. Je vais vous mettre un lien dans la description. C'est plus payant. Je préfère vous offrir ça en fait pour être totalement transparent. Je préfère vous offrir ça et faire gage, montrer la transparence et vous offrir de la qualité.
non, vous inscrivez votre mail et en fait, ça va vous envoyer le fichier automatiquement de l'AG du groupe Guillain. Donc voilà, dites-moi si ce type d'analyse est vraiment qualitative. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimeriez voir plus d'analyses comme ça sur YouTube? Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres sociétés de mon portefeuille? Je vais forcément le faire parce que ça me force à faire le taf. Et j'ai trouvé quand même des points intéressants et également des points d'attention sur Guillain, même si je suis plus positif que négatif. Donc voilà tout. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, même de commenter si ça vous a plu et de partager même si ça vous a vraiment plu la vidéo. On se dit à très bientôt. C'était Invest Academy. Ciao, ciao.